En 2008, Denise, une jeune femme de 21 ans, a appelé la police depuis l'intérieur d'une voiture alors qu'elle était encore enlevée, en utilisant le téléphone portable de son propre ravisseur. Pendant l'enlèvement, alors que le véhicule traversait plusieurs endroits de la ville, de nombreuses personnes ont remarqué que quelque chose n'allait pas à l'intérieur et ont également essayé de demander de l'aide en appelant le 911. Depuis le premier appel, celui du mari de Denise, qui a remarqué son absence dès qu'il est rentré à la maison. En passant par plusieurs témoins oculaires, y compris l'appel de la victime elle-même pendant l'enlèvement, il y a eu 5 appels et des moments cruciaux qui auraient sans pu lui sauver la vie. Mais croyez-moi, rien de tout cela n'a servi à rien. Denise s'est battue courageusement pour sa vie, mais une défaillance opérationnelle de la police a provoqué l'indignation de toute la communauté. Lorsqu'il a été découvert par la suite que l'une des opératrices n'avait pas enregistré l'incident dans le système, parce qu'elle était sur le point de terminer son service et voulait simplement rentrer chez elle. Aujourd'hui, vous allez découvrir le triste cas de Denise Amber Lee. Denise Amber Lee est née le 6 août 1986 en Floride aux États-Unis et s'est mariée à l'âge de 18 ans, juste après avoir terminé le lycée. Avec Nathaniel Alan Lee, plus connu simplement sous le nom de Nathan, âgé de 23 ans, ils se sont rencontrés lorsque Denise était en dernière année de lycée. Ils se sont bien entendus dès le début et, pendant leur mariage, ils ont eu 2 enfants, Noah et Adam. Nathan travaillait à 2 emplois physiques et avait un 3e de façon occasionnelle, tandis que Denise s'occupait de la maison et des enfants. Bien que seul Nathan travaillait, le revenu financier a permis au couple d'acheter une maison dans une zone en expansion, un peu éloignée du centre, mais à un prix abordable. Le 17 janvier 2008, Nathan est parti le matin pour une nouvelle journée de travail et a laissé son épouse, qui avait alors 21 ans, au lit, encore endormie. Dans la matinée, il l'a appelée. Denise était sur le balcon en train de couper les cheveux de Noah, qui avait alors 2 ans, tandis qu'Adam, âgé de seulement 6 mois, dormait dans son berceau. Tout allait bien comme toujours. Vers 3 heures de l'après-midi, sur le chemin du retour à la maison, Nathan a de nouveau appelé sa femme, qui cette fois n'a pas répondu. Pendant le trajet, il a appelé au total 8 personnes, 8 fois, et tous les appels sont restés sans réponse. Le trajet jusqu'à la maison prenait environ 25 minutes en voiture. À son arrivée, il a vu que la voiture de Denise était dans le garage, mais en ouvrant la porte de la maison, il a trouvé les 2 enfants seuls, en train de dormir, et Denise n'était nulle part. Malgré cela, toutes ses affaires étaient dans la maison. Son sac, ses vêtements, ses documents et son téléphone portable. En se retrouvant face à cette situation, Nathan a rapidement appelé la police et a expliqué ce qui se passait, car toute cette scène était complètement inhabituelle. La police est arrivée sur place et a fouillé la maison ainsi que le voisinage. Une voisine du couple, appelée Jennifer Eckert, a indiqué qu'aux alentours de 14h30, elle avait vu une Camaro verte passer dans la rue, très lentement à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'à un certain moment, elle se soit arrêtée à l'entrée du garage de repos. Elle a affirmé n'avoir vu qu'un homme dans la voiture et qu'elle n'était pas certaine si Denise était partie avec lui ou non. En fin d'après-midi, 3 heures après que Nathan soit rentré à la maison, à 6h15, la police a eu un nouvel indice sur l'affaire, un appel passé au 911. Pour sous-émergence, je voulais juste partir. Allô? Je veux voir ma famille. Je veux juste les revoir. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Quel est votre nom? Je t'ai déjà dit que je m'appelle Denise Lee. Tu t'es trompé de personne. Quelle est votre adresse? Je veux juste revoir mes enfants, s'il vous plaît. Où êtes-vous? Où allons-nous? Je dois y aller à cause de ce que tu as fait. Mais où? Où est mon téléphone? Je ne sais pas. Laisse-moi partir. Qu'est-ce que tu as fait avec mon portable? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas pris. Mon Dieu, aide-moi s'il te plaît. Où est mon téléphone? Je n'ai pas ton téléphone. Donnez ça avec moi. Où est mon téléphone? Je ne sais pas. Mon Dieu, aide-moi s'il te plaît.
Elle ne me répond pas directement et il y a quelqu'un qui n'arrête pas de demander où est le téléphone. Je pense qu'elle a passé l'appel et qu'elle a dû cacher l'appareil. Denise ne répondait pas directement à l'opératrice, mais pendant qu'elle répondait à son ravisseur, elle disait des choses qui pouvaient être utiles pour les secours. Avec cela, la police est arrivée à la conclusion qu'elle avait été enlevée de chez elle par cet homme dont il ne connaissait pas encore l'identité. Moins de 10 minutes après cet appel désespéré, les secours ont reçu un autre appel. Cette fois d'une jeune fille de 17 ans appelée Sabrina Muxlow, qui a raconté que son père avait vu une fille attachée sortir de la voiture de son cousin en demandant de l'aide, puis à ce moment-là, il l'avait remise à l'intérieur. Sabrina a dit que son père, Harold Muxlow, lui avait raconté qu'entre 5h30 et 6h du soir, son cousin, appelé Michael Lee King, était arrivé chez lui à l'improviste, demandant à emprunter une lampe de poche, un bidon d'essence et une pelle, disant qu'il en avait besoin pour la tondeuse à gazon qui était restée coincée dans le jardin devant sa maison. Harold a remis les objets à Michael, croyant ce qu'il avait dit, mais en arrivant à la porte avec les objets, il a vu une fille sortir de la voiture et être repoussée dans la voiture par Michael. En demandant à son cousin ce que c'était, il lui a répondu de ne pas s'inquiéter car ce n'était rien d'important. Malheureusement, Michael avait déjà des antécédents d'agressivité envers certaines de ses ex-petites amies. Méfiant, Harold a tout raconté à sa fille Sabrina, qui a décidé d'appeler la police. Elle a fourni la description physique de la voiture, une Camaro verte, son adresse et les informations personnelles de Michael. Quelques minutes plus tard, sans savoir que sa fille avait appelé la police, il a lui aussi passé un appel, mais de façon anonyme. Michael Lee King était un homme de 36 ans, père d'un garçon de 12 ans, plombier, au chômage et récemment divorcé. La police s'est rendue chez lui. Bien que les chambres de la maison ne ressemblaient à rien du reste de la maison, car elles ressemblaient plutôt à une cellule de captivité, il n'y avait personne dans la propriété. La maison dans son ensemble n'avait pas beaucoup de meubles. Ils ont signalé des objets suspects comme un matelas, un oreiller, un drap avec un élastique à cheveux dessus, quelques couvertures sales, un morceau de ruban adhésif avec des cheveux blonds collés dessus et une tache de sang sur la moquette. Ils ont pris toutes ces preuves et les ont envoyées à l'expertise. Quelques minutes après l'appel de Sabrina, une autre femme, appelée Jane Owalski, a appelé le 911 et a informé que, alors qu'elle était arrêtée à un feu sur l'autoroute, elle a entendu quelqu'un crier depuis la voiture à côté. En croisant le regard du conducteur, elle a entendu qu'il poussait quelque chose sur la banquette arrière, tandis qu'une main frappait violemment la vitre. La vitre était teintée. Elle n'a pas pu voir qui était sur la banquette arrière, mais elle a cru qu'il s'agissait d'un enlèvement. Elle a essayé de voir la plaque d'immatriculation de la voiture, mais le conducteur a changé de voie, se plaçant derrière elle, et elle n'a pas pu transmettre l'information à l'opératrice, mais elle a révélé qu'il s'agissait d'une Camaro bleue. Il faut préciser que la voiture était verte, mais elle a confondu la couleur à cause de la nuit. Des policiers ont été envoyés dans la région pour rechercher la Camaro verte qu'ils ont trouvée sur l'autoroute interétatique. Un barrage de police a été nécessaire pour l'intercepter. Lorsque le conducteur a été sommé de sortir de la voiture, il a résisté, restant à l'intérieur pendant de longues minutes, jusqu'à ce qu'on le menace de lui tirer dessus s'il ne sortait pas du véhicule. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il s'est rendu. Le conducteur était en fait Michael. Son corps était mouillé de la taille jusqu'aux pieds et ses chaussures étaient recouvertes de boue, mais Denise n'était pas dans la voiture. À l'intérieur de la voiture, il y avait un téléphone portable avec la batterie et la carte SIM retirée. Il a fait cela pour que la police ne puisse pas localiser sa position. Ils ont également trouvé un bidon d'essence, une pelle sale avec de la terre, une bague, des mèches de cheveux et une boucle d'oreille. En plus de ces objets, il y avait une empreinte palmaire sur l'une des vitres qui, après analyse, s'est avérée appartenir à Denise. Les objets trouvés ont été montrés à Nathan, qui les a tous reconnus. La bague avait été le premier cadeau qu'il lui avait offert, et elle ne l'avait jamais enlevé.
Et beaucoup pensent qu'elle a enlevé la bague intentionnellement pour qu'on la retrouve et qu'on sache qu'elle était là. La vidéo de lui en train de reconnaître les objets est triste à regarder. Même sans aucune trace de Denise, Michael a été accusé et arrêté pour enlèvement. Au commissariat, il a nié l'accusation et par conséquent a refusé de coopérer. Il a refusé de passer le test au détecteur de mensonges et, pendant tout l'interrogatoire, il ne disait pratiquement rien, rappelant à plusieurs reprises son droit à un avocat. L'affaire a fait la une des médias et, lorsque sa photo est apparue dans les journaux comme suspect d'enlèvement, Jane, cette témoin qu'il avait vue sur l'autoroute et avait appelé le 911, a de nouveau contacté les services d'urgence. Encore une fois, dans l'intention de confirmer que cet homme était bien le conducteur qui conduisait la voiture, avec une possible victime d'enlèvement sur la banquette arrière. Cependant, elle est tombée sur une information choquante. Le système de la police n'avait aucune trace de son appel. Je vais approfondir ce problème dans quelques minutes. Les recherches pour Denise ont continué, et 2 jours après l'enlèvement, le 19 janvier 2008, son corps a été retrouvé par un membre de l'équipe de recherche à l'aide d'un chien pisteur. Elle se trouvait dans une zone de terre, à l'intérieur d'un trou d'environ 1 mètre de profondeur, allongé sur le côté et nu. L'endroit se trouvait à 5 km de l'endroit où Jeanne avait aperçu la Camaro sur l'autoroute. Lors de l'autopsie, il a été constaté que la victime avait été agressée avant d'être tuée, car il y avait des lacérations intimes à l'avant et à l'arrière. Et bien que la cause du décès ait été constatée comme étant le résultat d'un seul tir à bout portant au-dessus du sourcil droit, qui malheureusement a également provoqué l'expulsion du globe oculaire hors du crâne, la présence de sang dans ses poumons a démontré que Denise a continué à respirer pendant un certain temps, jusqu'à son décès quelques instants plus tard. Tempo, até o falecimento de fato. Sa mort malheureusement n'a pas été rapide. Les analyses ADN effectuées sur le sperme retrouvé aussi bien sur son corps que sur les sous-vêtements qui se trouvaient à quelques mètres des lieux se sont toutes révélées positives pour Michael. L'arme du crime n'a pas été retrouvée. Accusé de meurtre au 1er degré, Michael a plaidé non coupable. Au procès, qui a débuté le 28 août 2009, près de 2 ans après le crime, l'accusation disposait d'un dossier solide, avec des témoins oculaires, des preuves, de l'ADN et, surtout, l'appel passé par la victime elle-même. Michael avait des antécédents de comportement abusif envers les femmes, mais un crime de ce niveau semblait être son premier. Il n'a jamais avoué ni collaboré avec l'enquête. La raison pour laquelle il a fait cela et pourquoi il a choisi Denise sans ses aveux sont finalement restés une énigme. Selon la version du parquet, Michael a décidé de conduire dans cette région. Il a aperçu Denise seule au fond de la maison, en train de couper les cheveux de ses enfants. Et à un moment où elle était seule dehors, alors que son fils était déjà à l'intérieur de la maison pour qu'il ne soit pas vu, il l'a attaquée. Michael l'a emmenée chez lui, où il a abusé d'elle. Après cela, il est allé chez son cousin, où il a demandé de l'essence, une lampe de poche et une pelle. Ensuite, il a passé le reste de la nuit à fuir, jusqu'à arriver dans une région isolée, où il l'a tuée et enterrée au milieu de la forêt. Du fait qu'il ait été aussi négligent en partant, laissant des indices un partout. Le parquet pensait qu'il avait simplement ce désir d'abuser et de tuer. Et très probablement, s'il n'avait pas été arrêté pour ce crime, il aurait pu se sentir invincible et attaquer à nouveau. Le 4 septembre 2009, après une semaine de procès, le jury n'a mis que 2 heures à délibérer. Et dans une décision unanime, par 12 voix contre 0, Michael, alors âgé de 38 ans, a été reconnu coupable. Pour le crime d'enlèvement, il a été condamné à 30 ans de prison pour le crime d'agression physique et d'abus, à la prison à perpétuité, et pour le crime de meurtre, à la peine de mort. Vous vous souvenez du témoin Jeanne, qui a signalé au 911 avoir vu une Camaro sur l'autoroute avec un possible enlèvement, donnant des détails sur la voiture, l'endroit, etc. Mais l'opératrice n'a finalement pas enregistré les informations dans le système.
Une enquête interne a révélé que l'opératrice n'avait effectivement rien enregistré, car elle s'était simplement contentée de parler de l'appel avec les autres agents de service chargés des recherches. Elle l'a fait sans doute pour finir vite son service et rentrer chez elle. En raison de cela, une partie de la responsabilité de la mort de Denise a été attribuée aux services d'urgence qui se sont révélés clairement inefficaces. À l'issue d'une procédure administrative interne, la répartitrice a été licenciée. Nathan a réussi à aller de l'avant dans sa vie amoureuse, il s'est remarié, mais le traumatisme demeure et les préoccupations ainsi que les soins envers toute sa famille sont désormais redoublés. Denise s'est battue de toutes ses forces pour survivre, elle a demandé de l'aide de toutes les manières possibles, mais malheureusement tout cela n'a pas suffi. Une jeune femme pleine de vie devant elle, qui s'occupait simplement de ses enfants, a fini par être enlevée à l'intérieur même de sa propre maison. Si même à l'intérieur de leur propre foyer les gens ne sont plus en sécurité, alors où le seront-ils ? Michael King reste dans le couloir de la mort en attendant la date de son exécution.